Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer le cours des transformateurs monophasés. Alors, toujours dans la fonction alimentée, unité ADC. Voilà quelques types de transformateurs monophasés de différentes puissances et différentes formes. Alors, qu'est-ce qu'un transformateur? Normalement, c'est un convertisseur statique qui est destiné à modifier l'amplitude des signaux alternatifs. Je dis bien alternatifs parce que un transformateur monophasé ne peut pas modifier une tension continue. Alors, il modifie la tension, ça veut dire augmenter ou diminuer, ça veut dire qu'il fonctionne comme abaisseur ou élevateur, mais toujours en conservant, en gardant la même fréquence. Alors, on peut schématiser un transformateur monophasé par deux circuits. Il y a le circuit primaire et le circuit secondaire. Alors, le circuit primaire est alimenté par une source de tension alternative d'une tension U1, efficace U1, courant I1 et une fréquence F1. Et de même pour le circuit du secondaire, donc qui permet d'alimenter la charge, il est alimenté par une tension U2 qui est proportionnelle à la tension U1 et qui est différente de U2, ça veut dire supérieur à U1 ou inférieur à U1, d'un courant I2 aussi différent de I1 et d'une même fréquence F2 est égale à F1, c'est-à-dire la fréquence du tension d'alimentation. Alors, on peut trouver deux symboles normalisés du transformateur. Donc, le premier symbole, voilà, l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire, et ces deux traits signifient qu'il y a une liaison magnétique, mais pas de liaison électrique, c'est-à-dire qu'ils sont isolés électriquement et liés magnétiquement. Alors, on peut trouver un transformateur abaisseur, ça veut dire dont la tension U2 elle est inférieure à la tension U1. Et un transformateur élévateur si la tension U2 est supérieure à la tension U1. On trouve surtout dans les centrales électriques. Et lorsque U1 égale à U2, c'est un transformateur de séparation ou d'isolement. Donc normalement, c'est utilisé pour la protection et la sécurité. C'est-à-dire pour différencier entre le circuit du sortie et le circuit d'entrée. Voilà un exemple d'un transformateur abaisseur. Donc, on voyait la tension primaire U1 de T est une tension sinusoïdale et la tension U2 de T est une tension aussi sinusoïdale, mais d'amplitude, bien sûr, inférieure à l'amplitude de la tension primaire U1 de T. Alors, quand utilise-t-on ce transformateur? Alors, normalement, l'utilisation de transformateur, c'est pour adapter la tension, le plus souvent pour abaisser cette tension, ça veut dire lorsqu'on aura besoin d'une faible tension, donc comme le cas d'une alimentation stabilisée, c'est-à-dire pour convertir une tension alternative en une tension continue. Bien sûr, on travaille avec le réseau de 120 et on a besoin d'une tension 5 volts ou bien 9 volts ou bien 12 volts. Donc il faut premièrement, avant de faire le redressement, le filtrage et la régulation du tension, on doit tout d'abord adapter la tension, ça veut dire obtenir une tension de 12 ou 24 volts à partir de 220 volts. On utilise un transformateur abaisseur. Alors aussi l'utilisation du transformateur pour séparer galvaniquement deux circuits électriques, c'est-à-dire la séparation électrique, mais il y a une liaison magnétique. Il y a une liaison, mais question de sécurité, donc le circuit de sortie est indépendant électriquement du circuit d'entrée. Comme ça, on protège les éléments du circuit de sortie. Et pour un réglage continu des tensions alternatives en utilisant un autotransformateur, c'est-à-dire lorsqu'on aura besoin de régler donc, à chaque instant, donc, on règle la tension alternative pour une utilisation. Donc, on utilise un autotransformateur et on peut régler l'autotransformateur pour obtenir la tension, bien sûr, une tension entre, par exemple, si on alimente avec 220, on peut obtenir une tension alternative entre 0 et 220, selon notre besoin. Et finalement, pour faire des mesures, d'accord, c'est-à-dire lorsqu'on veut utiliser des appareils de mesure,
qui fonctionne avec des tensions, par exemple, de 120 ou bien des tensions de 20 volts ou bien des tensions de 100 volts. Donc, on doit adapter la tension aux appareils de mesure. Donc, si on a une haute tension, par exemple, donc il faut un transformateur de potentiel pour diminuer la tension et l'adapter aux appareils de mesure. Alors, le transformateur monophasé est constitué de deux circuits électriques isolés, c'est-à-dire le circuit primaire et le circuit secondaire. Dans le circuit primaire, il y a un enroulement, un nombre de spires composé d'un nombre de spires. L'enroulement primaire est alimenté par un générateur de tension alternatif et parcouru par un courant I1. Et un enroulement au secondaire qui est alimenté par donc celui qui joue le rôle de générateur et qui alimente le récepteur, ça veut dire la charge d'utilisation. Donc, est parcouru par un courant I2 qui est différent de I1, bien sûr. Et le transformateur est constitué aussi d'un circuit magnétique sur lequel sont bobinés les circuits électriques. Donc, c'est un circuit magnétique. C'est là où il est bobiné l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire. Il est traversé par un flux qui est le même dans le primaire aussi que dans le secondaire. Alors voilà un exemple d'un circuit magnétique. Donc il est traversé par le même flux, c'est-à-dire les deux enroulements sont traversés par le même flux. Alors le principe c'est que normalement lorsqu'on alimente l'enroulement primaire par une tension sinusoïdale, donc il y a création d'une FEM, donc induite. Cette FEM normalement va créer un flux d'après la loi de Faraday, donc cette FEM va créer une variation de flux, et cette variation de flux traversant un enroulement de N spire va être le siège d'une FEM induite E qui produit une tension U2 qui va alimenter la charge. Donc c'est ça le principe du fonctionnement d'un transformateur. Donc l'enroulement primaire de N1 spire, l'enroulement secondaire de N2 spire. Et le courant I2 à la sortie, bien sûr, il est différent de I1. Donc, dans un transformateur, donc c'est la tension U1 qui impose la tension U2. C'est-à-dire la tension U2 dépend de la tension UE et des nombres de spires. Par contre, c'est le courant I2 de la charge c'est la charge qui va imposer le courant I2. Et le courant I2, bien sûr, va imposer le courant I1. Alors, normalement, si on veut considérer un transformateur parfait, il faut poser les hypothèses suivantes. Alors, on a dit qu'un transformateur est composé d'un circuit magnétique et de circuits électriques. Donc, il y a des pertes magnétiques et des pertes électriques. Alors, si on veut supposer que le transformateur est idéal et parfait, donc il faut supposer que le circuit magnétique fermé est de perméabilité infinie, c'est-à-dire pas de fuite de flux et pas de perte fer. Et supposer que les enroulements primaires et secondaires ont une résistance faible, c'est-à-dire la résistance R1 de l'enroulement primaire est faible et la résistance R2 de l'enroulement secondaire est faible, donc pas de perte par effet Joule dans les enroulements. Alors le modèle du transformateur parfait est le suivant. Donc voilà, on a deux circuits, circuit primaire et circuit secondaire. Donc d'après, toujours la loi de Faraday, on a E1 égale à moins dφ sur dt, ça veut dire la variation d'un flux qui est le même, c'est-à-dire pour le primaire et pour le secondaire. Donc E2 égale à moins dφ sur dt. Donc c'est E1 qui est responsable de la variation de flux dans le primaire et la variation de flux dans le primaire qui est responsable de cette FEM E2 qui est égale à moins dφ sur dt. Alors voilà donc le circuit magnétique. Donc il y a l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire. Donc le générateur, la source de tension alternative va donc alimenter un enroulement primaire. Donc il a créé son UFM E1 qui permet une variation de flux. Et ce même flux donc, qui va créer une FEM induite E2. Alors le circuit magnétique peut être de forme carré, rectangulaire ou de forme torique. Donc normalement,
pour minimiser les pertes, donc elle est réalisée sous forme de tôle ferromagnétique. Donc voilà un exemple d'un transformateur. Donc vu de l'extérieur, il y a deux fils donc, pour l'entrée et deux fils pour la sortie. Donc deux fils donc, qui sont branchés au réseau, c'est-à-dire à la tension d'alimentation d'entrée, et les deux autres fils donc, ils seront branchés au récepteur alimenté par ce transformateur. Alors pour N1 spire au primaire et N2 spire au secondaire, on a dθ sur dt égale à moins E1 sur N1. Parce que E1 égale à moins N dθ sur dt. Parce que la variation de flux, donc, il engendre N1 spire. Et pour le secondaire, N2 spire. Donc E1 sur N1 égale à E2 sur N2. Alors la FEM et le courant I sont dans le même sens. Donc, au primaire, c'est un générateur extérieur qui alimente l'enroulement et qui se comporte comme un récepteur. Donc l'enroulement primaire se comporte comme un récepteur. U1 égale à moins E1. Alors, par contre, au secondaire, l'enroulement se comporte comme un générateur. Donc c'est l'enroulement secondaire qui va alimenter le récepteur, c'est-à-dire la charge. Donc U2, il a le même sens que E2, donc U2 égale à E2. Alors, on peut en déduire immédiatement que le rapport des tensions U2 sur U1 égale à moins E2 sur E1 égale à moins N2 sur N1 qui est égal à moins M. Donc M, c'est le rapport de transformation qui est égal au rapport des nombres de spires du secondaire par rapport au primaire. Alors, cette relation, c'est-à-dire avec un signe moins, il indique que les tensions U1 et E2 sont opposées, c'est-à-dire sont oppositions de phase, et la relation entre les valeurs efficaces U1 et U2, bien sûr, il ne tient pas compte de ce déphasage, parce qu'on travaille avec les valeurs efficaces. Donc M, le rapport de transformation, égale à U2 sur U1, qui est égal à aussi N2 sur N1. Donc, bien sûr, la tension U2 dépend des rapports de nombre de spires N2 et N1, et bien sûr de la tension d'alimentation U1. Alors, au primaire, on a dit que E1 égale à moins N1 dθ sur dt, avec bien sûr N1 c'est le nombre de spires au primaire. Donc U1 égale à moins E1 qui est égal à N1 dθ sur dt. Alors, en travaillant avec les nombres complexes, on a le nombre complexe de la tension E1, c'est bien sûr E1, et la tension U1 instantanée U1 de T, c'est U1, et la dérivée dθ sur dt, d'accord, en passant au nombre complexe, devient j oméga phi. Donc, on aura U1 égale à moins E1 qui est égal à j oméga N1 phi. Au secondaire, la même chose, E2 égale à moins N2 dθ sur dt, avec N2 c'est le nombre de spires de l'enroulement secondaire, donc U2, la tension instantanée au secondaire égale à la FEM induite E2 qui est égale à moins N2 dθ sur dt. En complexe, U2 égale à E2 qui est égal à moins j oméga N1 phi. Alors, donc, l'équation 1 donc, implique que U1 égale au nombre complexe U1 égale à j oméga N1 phi. Ce qui donne en valeur efficace U1 égale à E1 qui est égal à oméga N1 phi. Pourquoi? Parce que normalement, le module du nombre complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie réelle b carré. On a vu ça dans le système monophasé pour le nombre complexe. Si par exemple z égale à a plus jb, donc le module de z c'est la racine de a carré plus b carré. On a déjà vu ça. Donc appliquons donc les nombres complexes ici. Donc le module c'est la valeur efficace. Donc la valeur efficace du 1 c'est le module de ce nombre complexe. C'est la racine, puisque la partie réelle égale à 0, donc c'est la racine carrée de la partie imaginaire au carré. Donc ce qui implique que U1 égale à oméga N1 phi. Alors oméga c'est 2πf, c'est la pulsation, f c'est la fréquence, c'est 2πf. N1 c'est
le nombre de spires, et phi max sur racine de 2, puisque la valeur efficace, c'est une tension sinusoïdale, la tension U d'alimentation, tension sinusoïdale, donc le flux, il est aussi supposé sinusoïdal, donc le flux efficace égale au flux maximal divisé par racine de 2 qui est égal à 4,44 fois F fois N1 fois phi max. Alors, d'après la formule de Bouchereau, que ce soit au primaire ou au secondaire, U1 égale à 4,44 FN1 SB max, et dans le secondaire, on peut appliquer cette formule de Bouchereau, U2 égale à 4,44 FN2 SB max. Alors, avec S, c'est la section du circuit magnétique est la même pour le primaire et pour le secondaire. Le champ magnétique B max est aussi le même dans le primaire que dans le secondaire, puisqu'on a le même circuit magnétique et bien sûr N2 c'est l'onde de spire de secondaire, N1 c'est l'onde de spire de primaire. Donc par exemple S normalement c'est en mètres carrés, la fréquence F c'est en hertz et la tension c'est en volts. Alors si par exemple on vous donne le champ maximal du circuit magnétique à la section bien sûr qui dépend de la forme du circuit magnétique, alors on peut appliquer cette formule et calculer la tension U2. Alors là, la convention récepteur, donc ici on a deux symboles de transformateur. Alors, normalement, l'enroulement primaire est alimenté par la tension V1, donc l'enroulement primaire joue le rôle d'un récepteur. Et par contre, l'enroulement secondaire qui alimente la charge, qui alimente la charge d'utilisation, donc l'enroulement secondaire joue le rôle d'un générateur. D'où la convention générateur pour le secondaire et la convention primaire pour le primaire. Donc c'est le deuxième symbole du transformateur. On peut utiliser dans un schéma électrique de transformateur, on peut utiliser ce symbole comme on peut utiliser l'autre symbole. La M, ça veut dire le rapport de transformation donc, qui est égal à N2 sur N1. Et le courant I1 dans le primaire, le courant I2 dans le secondaire, qui est imposé par la charge d'utilisation. Alors, le bilan de puissance du transformateur, supposons parfait. Donc, on est toujours dans le transformateur, c'est-à-dire qui est supposé parfait ou idéal. Alors, normalement, un transformateur parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte, ni perte magnétique, ni perte électrique, c'est-à-dire perte par effet Joule. Alors, donc là, supposons qu'un transformateur alimente une charge électrique avec une puissance P2 actif et la puissance réactive Q2 et la puissance apparente S2. Alors, au primaire, on a une puissance active P1, une puissance réactive Q1 et une puissance apparente S1. Alors là, le primaire est alimenté par une tension U1 de T et la charge est alimentée par une tension U2 qui est proportionnelle à U1 et qui dépend des nombres de spires N2 et N1. Alors, pas de perte, ça veut dire la puissance au secondaire égale à la puissance au primaire, ça veut dire le rendement est 100%, P2 égale à P1. Alors, circuit magnétique parfait, donc pas de perte magnétique, pas de fuite magnétique, pas d'inductance de fuite, donc Q2 égale à Q1. Et par conséquent, S2 égale à S1, ça veut dire qu'ils ont même puissance apparente. Donc U2 fois I2 égale à U1 fois I1 et le rapport des tensions égale le rapport du courant égale à N2 sur N1. Donc s'il vous plaît, essayez de voir donc ici U2 sur U1 égale à I1 sur I2. C'est pas I2 sur, donc U2 sur U1 égale à I1 sur I2 qui est égal à N2 sur N1. Pour le facteur de puissance, alors le cos phi 2 égale à cos phi 1. Bien sûr, c'est la charge secondaire qui impose le facteur de puissance, c'est-à-dire qui impose le déphasage. Donc, par exemple, dans le cas d'une charge résistive, le cos phi 2 égale à 1. Et voilà ici la représentation Fresnel des tensions et des courants.
Alors là, donc on a, par exemple, dans le cas d'un récepteur inductif, le courant I2 est en retard par rapport à la tension U2 d'un déphasage Φ2, qui est normalement compris entre 0 et pi sur 2. Alors, comme vous voyez ici, les tensions sont opposées comme on a dit avant. La tension U2, le vecteur U2 est opposé au vecteur U1 et de même, le courant I2 est opposé au courant I1. Donc, puisque c'est parfait, donc Φ1 est égal à Φ2. Alors maintenant, on va travailler avec un transformateur réel, c'est-à-dire on ne va pas négliger les pertes magnétiques et les pertes électriques. Alors pourquoi on va étudier le transformateur réel? Parce que normalement, réellement, pour alimenter une charge, donc ce n'est pas la tension qui dépend ça veut dire de la puissance apparente qui est écrite dans la plaque cinétique qui va alimenter la charge. Par exemple, on trouve 24 volts. Normalement, si on alimente une charge, on ne va pas obtenir 24 volts, mais on va obtenir moins parce qu'il y a des pertes. Donc, il y aura une chute de tension au secondaire. Et ces chutes de tension dépendent bien sûr des pertes et de courant dans la charge, qui est imposée par la charge. Donc, bien sûr, la tension secondaire dépend aussi de la charge et des éléments du transformateur. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le transformateur réel. Alors, on va éliminer toutes les hypothèses précédentes. Donc, le schéma équivalent d'un transformateur réel est le suivant. Alors, voilà, donc, on a l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire engendré par la tension, la FME1 et le secondaire engendré par la FEME2. Alors, donc, normalement, on a la résistance R2 de l'enroulement secondaire et l'inductance de fuite, donc, est modélisée par L2. Et au primaire, la résistance R1, c'est la résistance de l'enroulement primaire et l'inductance L1, donc, c'est l'inductance de fuite dans l'enroulement primaire. Alors, les pertes fer sont modélisées par RF et on a LM, c'est la réductance magnétique. Alors, le primaire est alimenté par U1 et le secondaire, il alimente la charge avec une tension U2. Alors, au primaire, donc d'après la loi de May et avec les nombres complexes, on peut dire que U1, voilà le sens de U1 si on veut, égale à moins E1, puisque E1 sans flèche est en bas, donc est égal à moins E1 plus R1 I1 plus JL1 oméga I1. Donc toujours c'est avec les nombres complexes. Pour le secondaire, U2 égale à E2 de même sens, moins R2 I2 moins JL2 oméga I2. Alors le comportement simplifié dans l'hypothèse de Cap, on va négliger le courant I10 devant le courant I1. Donc, on va le négliger. Donc, c'est l'hypothèse de Cap. Alors, voilà, on va voir le comportement simplifié dans l'hypothèse de Cap. Alors, l'hypothèse de Cap permet de négliger, comme on a dit, le courant I10, c'est le courant à vide, donc primaire, vis-à-vis du courant I1 en charge. Alors, le schéma équivalent simplifié ramené au secondaire. Alors, normalement, c'est plus compliqué de travailler avec deux circuits et beaucoup d'équations. Alors, il y a le circuit primaire, le circuit secondaire, les équations du primaire et les équations du secondaire. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va simplifier ces schémas-là avec un seul schéma vu au secondaire en appliquant le modèle de Thevenin au transformateur. Alors, le modèle de Thevenin équivalent transformateur vu au secondaire consiste à ramener tous les éléments du transformateur sur le circuit du secondaire. Donc, on va ramener les éléments du circuit primaire au circuit secondaire et comme ça, on aura un seul circuit secondaire, ce qui va simplifier les calculs. Alors, connaissant la charge, il sera très facile de calculer les paramètres électriques du transformateur complet. Et on va travailler aisément. Les éléments R1, X1 et X1 qui est égal à L1 oméga peuvent être déplacés au secondaire en les multipliant bien sûr par M carré. Donc, pour ramener la résistance de l'enroulement primaire au secondaire, on va multiplier R1 par M carré. Et pour ramener X1, la réactance dans l'enroulement primaire L1 oméga, avec oméga égale de PF, donc on va la multiplier aussi par M carré. Et voilà, on obtient le schéma simplifié, toujours dans l'hypothèse de Cap, suivant. Alors voilà, donc on a un transformateur
réel, c'est comme si on a un transformateur parfait ici, donc E2 sur E1 égale à M qui est égal à N2 sur N1. Donc voilà, R1 est multiplié par M carré, donc il est bien sûr ramené au secondaire. R2 c'est l'enroulement du secondaire. M carré X1, donc c'est bien sûr ramené du primaire au secondaire, il est multiplié par M carré. Et X2 c'est la réactance dans le roulement secondaire. Alors donc normalement, ici c'est le courant I2 qui va alimenter, qui va bien sûr parcourir la charge du secondaire. Alors ce qui est équivalent au montage, on va simplifier plus ce montage. Donc en remplaçant R2 plus M carré R1 par une résistance du secondaire, qui s'appelle RS, donc c'est la résistance vue au secondaire, et on va remplacer M carré X1 plus X2 par une réactance dans l'enroulement du transformateur, c'est vue au secondaire, on l'appelle XS. Alors E2 c'est U20, bien sûr c'est la tension, puisque c'est un transformateur qui est supposé parfait, normalement E2 c'est U20, et là on a U2. Donc U2, comme vous voyez, qui alimente la charge, elle est différente de U20 qui est donné par le constructeur, c'est-à-dire qui est donné parmi les valeurs nominales du transformateur. Alors, on obtient le schéma équivalent, c'est le modèle de Thevenin équivalent. Donc le modèle de Thevenin, ça veut dire qu'on a une tension U20 qui est égale à MU1 et une impédance Z qui est composée d'une réactance et d'une résistance vue au secondaire. Donc voilà donc ce qui vient à dire que U2 normalement est égal à U20 moins ZS I2. Donc c'est le schéma équivalent du transformateur, bien sûr avec l'hypothèse de Cap. Alors le secondaire se comporte comme une source de tension MU1 qui est égale à U20 et une impédance ZS qui est égale à la racine de R carré S plus XS carré. Donc voilà, c'est le schéma équivalent. RS est égal à R2 plus M carré R1, XS égale à X2 plus M carré X1. Alors l'équation du transformateur d'après ce schéma équivalent devient très simple. Donc l'équation du transformateur ramené au secondaire, U2 voilà, égale à U20 moins ZS I2, c'est-à-dire moins RS plus JXS I2. Alors RS plus JXS, c'est l'impédance ZS, c'est une impédance du secondaire. Donc U2 égale à U20 moins delta U2. Donc ZS fois I2, c'est une chute de tension, c'est-à-dire il est dû aux pertes et bien sûr dépend aussi du courant I2 imposé par la charge. Donc delta U2, c'est une valeur approchée de la chute de tension secondaire. L'équation de cette valeur approchée de la chute de tension delta U2 égale à RSI2 cos phi2 plus XSI2 sinus phi2. Avec RS, c'est la résistance ramenée au secondaire et XS, c'est la réactance ramenée au secondaire. I2, c'est le courant imposé par la charge alimentée par le secondaire et cos phi2 aussi, elle est imposée par la charge et dépend de la nature de la charge. Donc la chute de tension est proportionnelle au courant d'IBT et dépend aussi de la nature de la charge. Donc plus la charge est importante, plus le courant est plus grand, plus normalement la chute de tension devient plus importante. Et merci pour votre attention et au prochain cours. Donc on va voir la prochaine fois la deuxième partie du transformateur monophasé. Merci pour votre attention.